Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en direct. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence qui va durer jusqu'à midi. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je m'appelle Vincent Touraine et je vais donc avoir le plaisir d'animer cette web conférence intitulée Réindustrialiser plutôt que relocaliser, avec un point d'interrogation qui vous est proposé par la Fabrique de l'Industrie. On va voir deux tables rondes tout au long de cette heure et demie de conférence. La première table ronde jusqu'à 11h15 pour faire un état des lieux de l'industrie en France aujourd'hui, voir si les relocalisations peuvent y changer quelque chose. Et puis dans la deuxième table ronde, on verra si finalement ce qui compte, ce n'est pas de réindustrialiser, et on verra comment s'y prendre justement pour réindustrialiser. Première table ronde, donc où en est notre industrie? Faut-il relocaliser avec cette pandémie? Dans quel état est l'industrie? Quelle fragilité la crise sanitaire a-t-elle révélé? La relocalisation des activités stratégiques en France, qui est encouragée par le plan de relance, est-elle la solution? Que doit-on, que peut-on relocaliser en France? Autant de questions que l'on va se poser avec les trois premiers participants de cette table ronde. Pierre-André de Chalandard, coprésident de la Fabrique de l'Industrie et PDG du groupe Saint-Gobain. Olivier Luancy, qui est associé chez PricewaterhouseCoopers et qui est auteur d'un livre qui s'appelle Vers la renaissance de l'industrie. Et puis El Mouhoud, professeur d'économie et vice-président de l'Université de Paris 9 Dauphine. Bonjour à tous les trois. Merci d'être là pour cette première table ronde. L'état des lieux donc de l'industrie française. Je commence avec vous, Pierre-André de Chalandard. Quel est cet état des lieux? Dans quel état, comment va plutôt l'industrie française, alors que la France est en train de se reconfiner aujourd'hui? Alors, l'industrie française, c'est un peu le sujet, la toile de fond. Elle a perdu beaucoup de sa taille au cours des 20 dernières années. Sa part dans le PIB a beaucoup baissé. C'est plus que dans les pays voisins. Donc, on a un vrai sujet de structure industrielle française dont la manifestation, et j'allais dire l'indicateur clé qui est la balance commerciale, est malheureusement un indicateur embêtant. Donc, on est dans une situation grave. L'industrie n'a pas arrêté de perdre du terrain et la pandémie à court terme n'a pas été une bonne chose pour l'industrie dans la première partie, même s'il y a eu un rebond cet été. Mais l'industrie aborde cette deuxième phase de confinement, pas forcément dans une très bonne santé, avec toutefois des énormes décalages entre les secteurs. Tous les secteurs d'activité, et il faut raisonner de façon souvent fine, ne sont pas logés à la même enseigne. Donc, il y a un certain nombre de secteurs industriels qui sont positifs. Moi, je crois, si vous voulez, que cette pandémie, elle va accélérer un certain nombre de tendances qui étaient à l'œuvre et que ces tendances pourraient être positives pour l'industrie. Ces tendances, moi, j'en vois trois. Je pense que le monde d'après, il va être plus local, plus durable et plus digital. Et ces trois thèmes qui pourraient, on va probablement en reparler, qui pourraient être positifs pour l'industrie française. Donc, on est peut-être, et je l'espère, à un tournant. Olivier Luancy, vous partagez ce point de vue de Pierre-André de Chalandard? Situation grave, mais accélérateur de tendance, la situation dans laquelle on est actuellement, qui pourrait finalement se montrer bénéfique. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut remonter au début de la désindustrialisation, 1975. Tous les pays européens commencent à désindustrialiser. Un choix qu'a fait la France dans les années 90 de continuer sur un modèle économique post-industriel, alors qu'à ces années-là, l'Allemagne a arrêté la désindustrialisation et a stabilisé son industrie à peu près un quart de son PIB. Nous sommes aujourd'hui entre 10 et 12%, ça dépend un peu du périmètre qu'on prend. Et puis une première prise de conscience en 2009 avec la crise financière, les états généraux de l'industrie, qui nous a amené à stabiliser notre industrie à un niveau faible. Pierre-André a parfaitement raison de le souligner, et même des questionnements. Est-ce qu'on n'est pas à la limite d'un niveau critique?
mais en tous les cas, elle est stabilisée sur la décennie de 2009-2019. Et aujourd'hui, une crise qui va accélérer des transformations. Alors la digitalisation, bien entendu, on en a parlé. Le côté local également, le côté environnemental et développement durable, je partage tout à fait. Et puis la crise nous a apporté un autre élément qu'on avait un petit peu pas tout à fait pris en compte à sa juste valeur, c'est qu'en faisant des chaînes d'approvisionnement très fragmentées, très longues, et à la question de la sécurisation des approvisionnements, qui est un sujet qui est arrivé. Alors on l'a vu sur les médicaments de manière un petit peu symptomatique. Sans doute sur l'électronique, on est dans une situation aussi critique. Et puis, dans toutes les filières, dans tous les secteurs, on a des chaînes de valeur qui posent à des degrés plus ou moins importants la question de la sécurisation des approvisionnements dans un monde qui devient de plus en plus incertain ou dans lequel les rapports de force entre les zones économiques ne sont plus du tout de la même nature que sur les décennies 90 et 2000. Voilà un peu à la fois accélération des tendances qu'on avait perçues avant et puis irruption d'un nouveau sujet dans le paysage de cette reconquête industrielle, de cette réindustrialisation. Elmoub Mouhoud, votre constat sur la désindustrialisation qu'a connue la France ces dernières décennies, et puis sur les fragilités que montre aussi cette crise sanitaire que vient d'évoquer Olivier Luancy, notamment les approvisionnements, la sécurisation des approvisionnements. Oui, je suis d'accord avec les constats qui ont été faits, les deux d'ailleurs. On est d'accord sur un point, c'est que les tendances qui se dessinent ne sont pas d'aujourd'hui, du fait de la crise sanitaire. Elles ont commencé à se dessiner très nettement à partir des années 2010. Effectivement, on a une désindustrialisation qui est plus grave qu'en Allemagne, beaucoup plus grave, puisqu'on a tout dépend de la manière dont on mesure la désindustrialisation. Moi, je prends la part de l'industrie dans l'emploi total, de l'industrie manufacturière dans l'emploi total, et on est effectivement à 11%. C'est à peu près la même chose, d'ailleurs, la part dans le PIB est à peu près la même chose que celle dans l'emploi. Et contre 18% en Allemagne, donc on a bien un écart qui s'explique par toute une série de choses, qui s'explique par une robotisation qui a commencé déjà à partir des années 2010, dans une période de taux d'intérêt réel faible, voire négatif. Les entreprises sont déjà incitées à rationaliser et à augmenter leurs gains de productivité et robotiser, ce qui d'ailleurs a autorisé des relocalisations dans certains secteurs. Et ensuite, les différents éléments liés à disons, un certain retour de l'industrie sont extrêmement éparses dans l'industrie française. Il y a des secteurs qui sont concernés, qui sont candidats à ces reconquêtes d'avantages comparatifs et d'autres qui poursuivent, disons, une certaine désindustrialisation. Donc, en fait, je suis aussi d'accord sur le fait qu'il faut avoir une approche sectorielle parce que les situations sont extrêmement différentes d'un secteur à l'autre. La France a quand même garder une spécificité par rapport à ses voisins, c'est que on conserve une forte spécialisation dans les industries d'ultra haute technologie, les transports en particulier. On a perdu beaucoup d'avantages dans les secteurs de biens intermédiaires et dans les secteurs de biens d'équipement. Et dans les secteurs des biens de consommation dans lesquels on était extrêmement bon, disons, naturellement avant les années 80, jusque-là on avait des filières complète de textile habillement, par exemple, on a perdu des avantages comparatifs massifs à cause de la fragmentation des chaînes de valeur et des délocalisations tous azimuts. Alors, les choses se recomposent depuis la crise des subprimes et depuis les années 2010, et elles ont commencé à se recomposer. Et je suis d'accord aussi avec le constat qui est que la prise de conscience collective aujourd'hui sur la dépendance dans les biens de consommation, s'agissant de l'approvisionnement, du fait de la dilatation trop forte des chaînes de valeur mondiales, la prise de conscience selon laquelle effectivement cette fragilité risque de conduire à des limitations fortes dans notre développement durable, y compris d'ailleurs dans une optique de transition énergétique. Mais je crois qu'il y a des éléments contradictoires qui se dessinent et qu'il ne faut pas perdre de vue. On observe à la fois un retour de l'industrie robotisable parce que les coûts salariaux par unité produite augmentent dans les pays émergents, mais en même temps, la digitalisation ne va pas forcément de pair avec la localisation. Parce que précisément, ce qui est en train de s'opérer, c'est un double mouvement, un mouvement de relocalisation de l'industrie, mais un mouvement d'hypermondialisation dans les services.
et les services au cœur de l'industrie. Il y a à peu près 40% d'emplois de services dans l'industrie. Je ne parle même pas des services qui sont en dehors de l'industrie. Et ces services sont en moyenne dans les pays de l'OCDE, enfin en France, en moyenne c'est à peu près 40%. Et on a une accélération de la fourniture de services à distance et donc une certaine finalement fragmentation des chaînes de valeur dans les services qui n'étaient pas encore présentes et que la Covid, que le confinement, que les technologies numériques sont en train d'autoriser. Donc, je ne mettrai pas forcément en complémentarité le local et le digital pour certains secteurs. Au contraire, je pense que la digitalisation va accélérer la délocalisabilité des services si on ne change pas les règles du jeu. Or, aujourd'hui, on ne parle pas de règles du jeu, pas suffisamment. On parle surtout d'argent qu'on distribue aux entreprises, mais on ne parle pas suffisamment de règles du jeu, de traçabilité des chaînes de valeur et de régulation, parce que dans les services, il n'y a pas de droits de douane, il n'y a pas de barrière, si vous voulez, à la fourniture des services à distance, sinon des processus de régulation qu'on n'a pas encore mis en place. Voilà un peu mon constat rapide. Avant de parler relocalisation, un petit mot, Pierre-André de Chalandard, sur votre secteur, en particulier celui des matériaux de construction. A-t-il été concerné par la désindustrialisation ou ce sont des activités qui non, parce qu'il est déjà local. Et qui sont très difficiles à faire hors de France? Non, parce qu'il est déjà local, si vous voulez. Moi, la segmentation que j'utilise beaucoup, c'est des segmentations du coût du produit par rapport au coût de transport, prix de revient par rapport. Et dans les matériaux de construction, l'écart, la relation entre les deux est telle que on produit là où on vend. Dans Saint-Gobain, entre 90 et 95% de ce qu'on fabrique dans un pays est vendu dans le pays. Donc, on n'est pas concerné par ce mouvement, on n'a pas été concerné par ce mouvement. Et d'ailleurs, l'étude de la fabrique de l'industrie montre très bien, sur ce sujet, montre très bien qu'il faut faire attention à ce qu'on dit dans les définitions. Nous, on a investi massivement à l'étranger, mais ce n'est pas des délocalisations, c'est pour servir les marchés à l'étranger. Donc, il faut faire attention dans la manière dont on va définir les choses. Et si vous me permettez, je voudrais juste, pas contredire, mais apporter une nuance sur ce que vient de dire le professeur Mood sur le digital et les services. Il a dit d'ailleurs dans les services, donc je suis d'accord avec lui dans certains services. Mais dans l'industrie, et alors à plus forte raison quand les produits voyagent pas très loin, mais même quand les produits voyagent, digital, ça permet la personnalisation. Et dans la mesure où on va avoir une plus grande personnalisation, on aura intérêt à être très près du client. Et donc ça favorise, si vous voulez, le local. Donc, sur un certain nombre de services, vous avez raison, mais sur l'industrie, je suis plus positif que vous. Alors, ce n'est pas vrai pour tout, mais je pense que là, on va avoir une plus grande personnalisation. Le digital, ça permet, si vous voulez, dans les usines, de faire des produits plus personnalisés à des coûts pas très différents du produit de masse. Et ça, c'est favorable au local. Alors, avant de poursuivre sur la question des relocalisations, j'ouvre une parenthèse et j'aurais dû le dire dès le départ, bien entendu. Vous qui nous regardez, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a une fonction pour ça et on prendra le temps d'y répondre dans le dernier quart d'heure de cette première table ronde, c'est-à-dire à partir de 11h, entre 11h et 11h15. Donc, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions et le principe sera le même pour la deuxième table ronde. La question des relocalisations en France, on voit que c'est quelque chose qui est poussé par le gouvernement dans son plan de relance. Est-ce que c'est une réponse adaptée justement à la situation actuelle, Pierre-André de Chalandard? Alors, pour reprendre ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une convergence entre les entreprises qui voient des fragilités dans les chaînes de valeur et qui se disent et qui sont aussi poussées par des considérations, je dirais, de développement durable, de responsabilité d'entreprise pour essayer d'être plus proche, parce que c'est des préoccupations très importantes pour elles aujourd'hui. Et donc ça pousse au local, à être plus près de sa base. Et deuxièmement, vous avez les gouvernements qui remettent on l'a vu, ça c'est très lié à la pandémie, la notion de souveraineté est réapparue comme très importante. Il y avait déjà eu le sujet numérique avec les GAFA, et le changement très important qui est en train de se passer aujourd'hui à Bruxelles sur la notion de souveraineté, qui était une notion qui n'existait pas, j'allais dire, il n'y a pas si longtemps. Merci à Thierry Breton d'avoir remis ça au centre du jeu. Donc, il y a une convergence entre les deux.
Et c'est ça qui pousse le gouvernement à prendre une série de mesures dans le plan de relance qui sont très positives, mais je pense que le mot relocalisation n'est pas le bon mot. Voilà. Alors, Parce que s'il s'agit de refaire ce qui existait, non. Les entreprises, si vous voulez, elles ont des problèmes de coûts. Hein, et donc, si c'est bouger, ce qu'on a pu bouger pour des tas de raisons qui étaient valables, revenir à l'envers juste pour faire ce qu'on faisait avant, non, ça ne me paraît pas la solution. Olivier Lugancy, relocaliser, oui, mais sous certaines conditions. Alors, il y a deux niveaux de débat et je pense que Pierre-André l'a bien positionné. Il y a la relocalisation est un élément de réponse à la question de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et on peut aller même jusqu'au concept de souveraineté technologique ou économique. Ça, c'est une première réalité. Il faut bien en définir le champ. On a fait une étude sur le sujet avec des directeurs des achats des grands groupes. Donc, on est simplement sur la partie B2B, hein, le commerce entre les entreprises. Et on a identifié 58 catégories de produits, 115 milliards d'euros d'importation qui sont qualifiés comme sensibles stratégiques. C'est toujours difficile à qualifier. Hein. C'est un mélange de données quantitatives et d'expertise comme étant des chaînes d'approvisionnement qui méritent une attention et qui sont propices à faire une partie de relocalisation afin de les sécuriser. Mais c'est qu'une partie de la réponse, ça c'est évident. C'est qu'une petite partie de la réponse, même sans doute une partie minoritaire. Si on reprend une étude qui a été publiée par France Industrie et LG Melec en 2019, faite par Accenture, on dit pour arriver au même ratio de make or buy en France par rapport à l'Allemagne, il faudrait augmenter la valeur ajoutée industrielle en France de 20 milliards. 20 milliards, c'est 200 000 emplois. Et nous, ce qu'on dit dans notre étude, c'est que le potentiel de relocalisation pour sécuriser des chaînes d'approvisionnement, c'est à peu près un tiers de ça. Donc, juste sur les chiffres et même sur le principe, la relocalisation est un des outils, une des manières de répondre aux enjeux de l'industrie de demain qu'on a évoqués sur le champ essentiellement de sécurisation des approvisionnements. Mais il y a plein d'autres enjeux, la digitalisation, les nouveaux produits, les nouveaux services. On parlait de médicaments. Il y a certes refaire revenir peut-être le paracétamol en France, mais il y a tout l'enjeu des biomédicaments qui sont une nouvelle technologie. Et là, on est sur de l'innovation. Ça, c'est le premier point, la relocalisation comme un outil. Et puis, Pierre-André l'a dit, il y a le mot. Quand on fait une politique publique, on a des outils, on a des objectifs, et puis on a des mots totems qui le portent. Et là, il y a un débat sur est-ce que relocalisation peut être un mot totem de cette reconquête industrielle, ce que moi j'aurais envie d'appeler renaissance industrielle, mais ce mot-là n'a pas encore tout à fait percolé. Et la question, elle est forte. Et derrière, ce n'est pas nous seulement porteurs du sujet qui allons décider, c'est aussi la vox populis. C'est la façon dont ça rebondit dans la population afin qu'il y ait une adhésion collective pour cette reconquête industrielle. Et là, les sondages sont assez clairs. 9 Français sur 10 en juillet disaient oui, c'est la relocalisation. Et les enjeux sont clairs derrière ces mots, hein, ils sont forts. Localisation, c'est le local, c'est récupérer un certain contrôle sur ce qui se passe. Réindustrialisation, c'est peut-être aussi l'image de remettre en France ce qui s'était fait auparavant. Et on est tous d'accord, je crois, autour de la table pour dire que l'industrie de demain n'est pas celle d'hier et qu'il faut éviter tout amalgame là-dessus. Donc, le choix du mot totem est un vrai débat. Le rôle de la relocalisation dans cette reconquête industrielle est moins un débat, c'est un outil parmi d'autres pour répondre aux enjeux de demain. Helmoud Mouhoud, relocaliser, c'est une des réponses aux défis d'aujourd'hui, comme le dit Olivier Lugancy. Je crois que c'est très important ce qui vient d'être dit parce qu'en fonction des termes qu'on choisit, on a des politiques qui sont associées. Et parfois, les politiques peuvent viser des cibles qui ne sont pas les bonnes. Donc, je m'explique. Les relocalisations, il y en a de plusieurs natures. De même que les délocalisations, il y en a de plusieurs natures. Je crois que c'est M. de Calendaire qui a dit il y a des investissements directs à l'étranger qui consistent à aller chercher les marchés. Et ça, c'est la forme la plus répandue des délocalisations. Et personne ne dit qu'il faut les arrêter, heureusement, parce que dans des périodes de protectionnisme et de hausse des coûts de transaction, les firmes vont chercher les marchés avec les dents, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elles sautent les barrières en s'installant sur place. Donc ça, personne ne remettra ça en cause, sauf si peut-être de nouveau les barrières tarifaires et les coûts de transport se mettaient à baisser ou l'exportation
redeviendrait la forme la moins coûteuse pour conquérir des marchés externes. Donc, au contraire, la période actuelle, elle est favorable à ce que des investissements directs s'accroissent pour sauter les barrières. De même, d'ailleurs, la France en bénéficie puisque les autres font la même chose pour conquérir le marché européen. Ils viennent s'installer sur place. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des délocalisations horizontales. Elles ne sont pas amenées à être mises en cause. Et souvent, on confond les choses. La problématique, c'est celle des délocalisations verticales qui consistent à fragmenter les chaînes de valeur, à les dilater et à réimporter le produit final. Et là, il se passe plusieurs choses. Alors, c'est là qu'il faut, à mon avis, être précis, secteur par secteur, modalité de concurrence dans les secteurs et territoires. Pourquoi? Parce qu'il y a des relocalisations de retour qui sont absolument pas intéressantes, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est ce que j'appellerais dans le langage d'économiste des relocalisations ricardiennes qui consistent simplement à faire avec des conditions de coût similaires grâce à la robotisation ou grâce au fait qu'on produise sur place ce qu'on aurait pu faire en Chine. Donc, c'est des délocalisations de retour. Celles-ci, elles ne sont pas souvent pérennes si les entreprises recherchent uniquement des problématiques de coût. Et donc, elles ne vont pas nous autoriser un processus de réindustrialisation, surtout que la relocalisation ici est dictée souvent par la rationalisation des tâches, la robotisation des tâches. Donc là, pas grand-chose à attendre de ça. Dans l'étude que nous avons faite d'ailleurs pour Montebourg il y a quelques années, en 2013-2014, nous avions montré qu'il n'y avait que 17% des entreprises qui relocalisaient pour des raisons de retour stricto sensu. Et d'ailleurs, elles ne restent pas, elles ne sont pas pérennes. Donc, il faut faire super attention à ne pas distribuer des aides aux entreprises directes qui seraient simplement des chercheuses de primes et qui repartiraient parce que leurs avantages dépendent de leur logistique. La deuxième logique de relocalisation, celle-là, elle est proche de la notion de renaissance industrielle qu'a développée Olivier Luancy. C'est ce que nous avons appelé, nous, des relocalisations schumpeteriennes. C'est-à-dire que ces relocalisations, elles ne sont pas nécessairement liées à des délocalisations précédentes. Elles se traduisent par le fait que grâce à l'innovation technologique de produits et de procédés, on peut substituer la relance d'une production en France aux importations et redessiner une filière industrielle grâce à l'innovation. Et l'exemple des médicaments a été exact et très bon parce que précisément, soit on relocalise et on aide Sanofi à revenir en France pour produire parce qu'on a subventionné à mort la production en France et c'est pas bon, à mon avis, c'est une erreur, c'est un simple effet d'aubaine, soit au contraire, on se dit, il y a d'autres formes de fabriquer du paracétamol, qui est quand même une technologie de 1878, je le rappelle, et peut-être que la biomasse, c'est une nouvelle façon de produire des médicaments qui va faire qu'on va relancer l'industrie sur des bases. On va reconquérir des avantages comparatifs en reprenant le lead. C'est pareil pour le textile habillement. Si c'est juste pour faire revenir des produits à assembler en France, ça ne va pas durer parce que d'abord, il n'y a pas de robot capable de manipuler des matières souples encore aujourd'hui. Donc l'avantage reste aux pays à bas salaire. Mais par contre, les filières de textile intelligent, de biotextile, etc., ça, c'est la logique d'avenir. Donc la relocalisation n'est pas la réindustrialisation, il ne faut surtout pas la confondre, surtout quand on les distingue de cette manière-là, mais c'est un outil, si on définit la relocalisation au sens large, comme je le définis, c'est-à-dire le phénomène de reconquête des avantages comparatifs, donc de réduction de l'incitation à délocaliser pour des motifs de différence de coût unitaire de production ou pour des motifs de marge, comme c'est le cas. Donc, en fait, il y a vraiment, on est d'accord, je crois, ici, pour dessiner une nouvelle façon de regarder la réindustrialisation qui peut s'accompagner de la relocalisation. Ça peut être un levier, mais l'innovation, la transition énergétique, la question du changement de trajectoire par l'innovation, c'est ça qui est au cœur de la réindustrialisation, qui ne doit pas être confondu avec la relocalisation. D'où ma critique, non pas du plan de relance qui se concentre sur l'investissement et sur la recherche-développement, mais de la partie du plan de relance, de ce milliard annoncé qui ce serait simplement des aides directes aux entreprises pour les autoriser à relocaliser, ce qui produirait trois effets, un effet d'aubaine, un effet de distorsion de concurrence et un effet de marge. Et là, je suis très, très sceptique par rapport à cette façon d'opérer. Voilà. Pierre-André de Chalandard, ça peut faire la différence, 1 milliard d'aides sur les 100 milliards du plan de relance français. Et qu'est-ce que ça pourrait concerner? Qu'est-ce qu'il est réaliste de relocaliser en France, mis à part les médicaments que l'on cite beaucoup? Écoutez, moi, je suis assez sceptique sur ça et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par le professeur Maud. Je suis un peu sceptique. Par contre, je crois, si vous voulez, beaucoup plus à ce qu'on a fait, par exemple, sur les impôts de production.
Et je voudrais apporter un bémol sur ce que vous avez dit sur les bas salaires. Le problème de la France, il est beaucoup par rapport à ses voisins, au moins autant que par rapport à des pays lointains. Et donc, quand on regarde, on a un sujet de compétitivité. On le sait, on a commencé à le travailler. Et la compétitivité, c'est un sujet coût et c'est un sujet hors coût. Bon. Sur le sujet coût, on a encore un problème par rapport à nos voisins. C'est pour ça que moi j'accueille je pense que la mesure sur les impôts de production est importante, de la même manière que l'abaissement des charges salariales, y compris sur les salaires intermédiaires, était très importante, comme l'avait dit Louis Gallois il y a quelques années. Et là, on est encore, si vous voulez, le travail, le coût du travail par rapport à nos voisins est encore alourdi par une ponction étatique qui est nettement supérieure à la fiscalité au sens large. Donc, on a quand même ces sujets-là. Puis après, il y a les sujets de compétitivité hors coût. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et là, c'est clairement l'innovation, c'est la recherche. Et là, les actions du gouvernement actuellement vont tout à fait dans la bonne direction. Moi, je suis plus pour accorder des aides sur l'innovation. D'ailleurs, le crédit d'impôt recherche, c'est de ce point de vue-là un très bon outil, mais il peut y en avoir d'autres. Et il faut plutôt aider sur l'innovation, aider à la formation pour pousser les entreprises à aussi monter en gamme. Ça, c'est beaucoup plus utile que d'avoir une aide directe à changer l'usine de place. Jusque-là, je suis d'accord avec vous qu'on risque de ne pas forcément mettre l'argent au meilleur endroit pour le long terme. Olivier Luancy, relocalisé, d'accord, mais encore faut-il que le contexte fiscal soit suffisamment adapté, qu'il y ait des moyens mis dans la formation. Alors, d'abord, on ne relocalise pas pour relocaliser, on relocalise pour répondre à une demande de sécurisation des entreprises, j'en ai parlé, une demande du consommateur qui veut être un acteur de la localisation et la pérennité d'une relocalisation, quelle que soit sa nature, est conditionnée à l'existence d'une demande et les subventions ou les aides qu'on peut avoir ne sont qu'un accélérateur et ce n'est pas une condition de la pérennité et je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Ouais. Ensuite, pour être capable de relocaliser ou de redévelopper cette industrie, il y a effectivement la compétitivité coût. Ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille dessus. Je pense que la crise nous a fait passer à côté d'un indicateur important qui est l'attractivité de la France, par exemple mesurée en 2019, y compris industrielle. En 2019, la France a eu 3 fois plus d'implantations étrangères, de projets d'implantation étrangère que l'Allemagne. 2 fois plus d'implantations étrangères que l'Allemagne, alors que notre valeur ajoutée en absolu industrielle est 3 fois moindre. Donc, le point de l'attractivité de la France, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore des choses à faire sur la partie coût, sans doute, indéniablement, et la baisse des impôts de production va dans le bon sens. J'inviterais à réfléchir sur la partie non-coût, sur lesquelles, à mon avis, on a encore des choses à faire et des marges de progrès encore plus accessibles. On réfléchit beaucoup en filières, alors que finalement, nos chaînes de valeur se sont fragmentées et à l'intérieur de nos filières, on a parfois des intérêts divergents. Les filières sont importantes. Il faut réfléchir en complément avec des écosystèmes qui permettent de faire de l'innovation entre les secteurs, qui permettent d'être résilients, qui permettent de trouver des réponses aux questions de formation. Ça, c'est un premier axe, par exemple, sur lesquels on peut avancer. Il y a la question de la relation donneur d'ordre, fournisseur au sein de l'écosystème français aussi, qui est un sujet récurrent. On a des fleurons français qui sont des grands groupes et qui se sont internationalisés, comme Pierre-André le mentionnait, souvent pour aller capturer des marchés à l'étranger et donc absolument pas en contradiction avec nos intérêts sociaux ou de l'emploi français. Néanmoins, depuis très longtemps, on sait que cette relation entre les grands groupes et les donneurs d'ordre est quelque chose sur lequel il y a sans doute du progrès à faire. Et actuellement, on travaille sur les achats responsables et on se rend bien compte là qu'il y a quelque chose, une marge de progrès sur comment est-ce qu'on peut faire vivre un écosystème de fournisseurs à proximité qui apporte de la résilience, de l'innovation, peut-être un petit coût en plus, mais est-ce que ce n'est pas compensé par d'autres aspects hors coût? Voilà 2 sujets sur lesquels je pense qu'on a encore beaucoup de grains à moudre. Avant de passer aux questions, un petit mot de conclusion des uns et des autres. Je reste avec vous, Olivier Luancy. Donc, relocaliser,
réponse à la réindustrialisation ou une des réponses pour réindustrialiser? Une des réponses pour réindustrialiser, partielle, sans doute pas la majoritaire, et puis une véritable interrogation par rapport à l'ensemble des outils de reconquête industrielle qu'on a redéveloppés depuis une dizaine d'années, c'est finalement quelle est la clé de voûte? Qu'est-ce que collectivement on cherche à faire avec une industrie forte? Dans les années 50-60, Pompidou et De Gaulle ont favorisé l'industrie comme un outil d'indépendance technologique et de modernisation du pays. Dans les années 90, en Allemagne, cette politique industrielle qui a permis de stopper la désindustrialisation était autour de la réunification et puis une façon de se projeter dans la mondialisation qui n'était pas la nôtre. Nous sommes allés chercher plutôt des biens pas chers dans des pays à bas coût. L'Allemagne a utilisé la mondialisation comme des marchés et des opportunités pour ses produits. Et en 2020, si nous souhaitons en France faire cette politique de reconquête industrielle, de renaissance industrielle, quels sont nos objectifs collectifs? Je pense à titre personnel qu'il y en a deux. Un, il y a une question de souveraineté technologique, c'est évident. Et puis un deuxième sujet qui est de cohésion territoriale, parce que l'industrie s'installe plutôt à côté des villes moyennes, qui ont été défavorisées par le choix qu'on a fait d'un modèle post-industriel, tertiaire. Les services à valeur ajoutée se sont installés dans les métropoles et il est urgent de pouvoir consolider cette cohésion territoriale. L'industrie peut être un instrument de cette consolidation. Et Elmoub Mouhoud, un petit mot de synthèse avant de passer aux questions. Relocaliser, la panacée ou pas? Très brièvement, encore une fois, la relocalisation, c'est un fait. Ce n'est pas effectivement un slogan. Il ne me semble pas que ça peut être un slogan parce que pour réindustrialiser. Car c'est un fait, les firmes reviennent pour de bonnes raisons en réalité. Elles reviennent parce que soit elles ont trouvé des processus de production automatisables, robotisables, qui permettent de fabriquer mieux qu'en dilatant les chaînes de valeur à l'extérieur. Ça, c'est une chose. Et puis, dans d'autres secteurs, c'est parce que le produit, lorsqu'il est délocalisé, il est imparfait. Donc, c'est l'imperfection du service ou du produit final. Et donc, elles sont amenées à revenir. Mais dans les deux cas, en fait, on n'a pas encore mis en place une politique de changement des règles du jeu. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a mis un peu la charrue avant les bœufs pour moi, c'est-à-dire on a mis en place l'arsenal de subventions sans avoir changé les règles du jeu. Et il y a deux règles du jeu que je pense qui doit être changé, c'est la question pour les biens de consommation. Et là, il ne faut pas confondre les secteurs de biens intermédiaires et les secteurs de biens de consommation. Pour les secteurs de biens de consommation, le Made in France, ça compte. Ça compte beaucoup. Mais encore faudrait-il que le code douanier européen soit réformé pour autoriser les États-nations à disons, mettre en place des politiques de labellisation de type Made in France, qui est aujourd'hui uniquement à titre privé de certification. Donc, pour tracer les chaînes de valeur, pour les connaître, il faut avoir des règles de jeu qui soient claires. Et pour l'instant, elles ne le sont pas. Et puis, deuxième élément, je pense qu'on a oublié de cibler le crédit impôt recherche, qui est un élément central qui n'est pas suffisamment ciblé sur l'industrie. 40%, c'est vers les services, et 60% à l'industrie uniquement. Donc là, il y a une politique de ciblage. Et puis, troisième élément, ce qui m'apparaît beaucoup plus intéressant, c'est la liaison entre la transition énergétique et la réindustrialisation ou la relocalisation, car les délocalisations avec fragmentation majeure des chaînes de valeur, c'est l'histoire de l'économie carbone. C'est l'hypercarbonation des secteurs qui a aussi favorisé cela. Or, il y a deux mécanismes qui jouent en faveur des relocalisations lorsqu'on fait une politique de transition énergétique. Ça va dans les deux sens d'ailleurs. Un, il y a un effet de composition. Si vous changez, vous passez d'une économie carbone à une économie non carbonée, eh bien vous réduisez les différentes phases des processus de production et vous favorisez la production locale en effet. Et puis deuxième élément, c'est sur les flux. Parce que si vous avez des coûts de transport qui sont ce qu'ils sont, qui sont faibles dans certains cas, eh bien vous autorisez la dilatation et la dispersion des fragments des chaînes de valeur. Mais si vous mettez une taxe carbone aux frontières, là, vous avez une possibilité de jouer sur les flux. Donc, à mon avis, c'est vraiment l'entrée relocalisation peut être trompeuse si on n'a pas pris en considération la logique, qui est la logique à laquelle on s'intéresse aujourd'hui, qui est comment reconquérir des avantages comparatifs de long terme. Pierre-André de Chalandard, un petit mot rapide peut-être avant de passer aux réponses aux questions. J'allais dire la même chose sur la transition énergétique. Donc, je suis tout à fait d'accord sur la taxe carbone aux frontières. Je pense que si vous voulez, les pouvoirs publics doivent donner de la visibilité à long terme plutôt que de donner des subventions à court terme. Ils doivent donner de la visibilité. Hein, et sur le prix du carbone, c'est clair. Hein, et il faut donner le signal aussi avec une taxe carbone aux frontières qui va
que c'est intéressant d'investir en Europe, même si et d'investir dans la décarbonation. Donc, un signal de long terme, je crois vraiment beaucoup à celui-là. Il y a un dernier outil que la puissance publique doit pouvoir utiliser qui est en lien à ce que vous venez de dire sur le Made in France, je crois, c'est l'utilisation de la commande publique, et notamment les outils de réciprocité qui, je crois, ne sont pas assez utilisés. Et je pense que c'est un levier important. Voilà, donc je crois que effectivement, les pouvoirs publics ont un rôle très important à jouer si on veut favoriser cette réindustrialisation au niveau européen et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui au niveau français. Alors, beaucoup de questions. Merci de nous les avoir posées. Le temps nous est compté. On ne va pas pouvoir répondre à toutes. Certaines de ces questions ont été répondues par nos intervenants dans le cours de cet échange que l'on vient d'avoir. Alors, je vais en prendre certaines, comme celle de Robert, par exemple, qui demande si on ne va pas avoir un grand retour de l'État stratège, investisseur, régulateur. Comment est-ce que nos orateurs voient-ils l'évolution mixte de l'économie? Qui veut répondre? Moi, je vais vous donner ma réponse. Je ne sais pas si Olivier aura la même, mais moi, je me méfie beaucoup de ça. Je pense que les entreprises doivent être gérées par le secteur privé. Voilà. Et donc, je crois que l'État doit fixer le cadre. Et là, il a un rôle important. Mais je pense que se mêler de la gestion des entreprises, ce n'est pas le rôle de l'État. Olivier Luancy, l'État stratège, c'est aussi le retour du plan, dont on ne sait pas trop à quoi il va servir. Mais bon, voilà. Le commissaire au plan a été nommé. Que peut-il faire? J'ai fait une comparaison tout à l'heure sur j'ai évoqué les politiques industrielles des années 50-60 qui sont quand même la dernière référence majeure qu'on a eue avec une mobilisation collective nationale en France et sur le sujet. Après, il y a eu des choses, mais pas de la même ampleur. Et le monde a changé depuis cette période-là. Clairement, quand on a refait des politiques industrielles à partir de 2009-2010, on est reparti sur le livre qui avait été laissé et refermé en 75. Et puis, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Et il y a une chose qui est claire aujourd'hui, par exemple, de différence, c'est que la maîtrise des technologies et ce que ça veut dire pour les utilisateurs n'est plus du tout l'apanage de la puissance publique et de ses indépendances et ses dépendances, les agences, etc. Le temps des CNES, des CEA, la DGA reste sans doute dans une situation un peu particulière, ou du CNET qui a complètement disparu. Ce temps-là est révolu. Désormais, la connaissance à la fois des besoins fins des consommateurs et des technologies qui permettent d'y répondre sont l'apanage des entreprises. Donc, l'équilibre auquel on fait référence avec cet État stratège a complètement changé. Il y a un rôle pour l'État, il y a un rôle pour les entreprises. La frontière n'est pas tellement définie. On demande aux entreprises d'être de plus en plus sociétales dans leurs responsabilités sur la santé, l'inclusion, la formation, l'environnement. Et donc, on a un autre équilibre à trouver. Je ne suis pas sûr que l'État stratège on est encore sur des mots totems, mais qui sont importants pour définir les politiques à venir, soit la meilleure terminologie qu'il faille. Je pense qu'elle fait trop référence à une période où l'État était omnipotent sur les moyens économiques, financiers, technologiques. Ce n'est plus la réalité. Une question de Thierry. Quelle place pour les écosystèmes territoriaux dans la relance de l'industrie? El Moumoud, vous pouvez peut-être répondre à cette question? Oui, alors ça, c'est extrêmement important. C'est une question importante parce que je trouve qu'on a fait une étude qui a été publiée dans l'économie statistique il y a une année sur la mesure de la vulnérabilité des territoires face au choc des délocalisations. Et en effet, les délocalisations dont on parle aujourd'hui, elles sont quand même pas du tout homogènes. Il n'y a que 5% des destructions d'emplois au niveau macro qui sont liées aux délocalisations. Par contre, il y a certains territoires qui sont frappés à mort. Lorsqu'il y a une entreprise qui part, évidemment, et que le territoire est esselé dans sa spécialisation, ça peut être dramatique. Donc, en fait, il me semble qu'on a pris les mêmes secteurs. Un même secteur n'a pas la même résilience d'un territoire à l'autre. C'est-à-dire, il n'a pas le même contenu en qualité du travail, en type de tâches cognitives versus les tâches d'exécution. Il y a un écart de 6 points, par exemple, entre le même secteur industriel placé dans la région Languedoc, par exemple, et la région parisienne. Donc, en fait, il y a vraiment à regarder ça de près pour mettre justement l'accent sur les attributs des territoires. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut attirer les bonnes entreprises plutôt que sur les entreprises elles-mêmes. C'est ça un peu le risque. Et quand on parlait de la question précédente sur l'État stratège, moi j'ai été conseiller scientifique au commissariat du plan pendant 12 ans en continuité, commissariat du plan, avant qu'il devienne France Stratégie. Je pense que la question, c'est la question clé de la prévention des chocs, c'est-à-dire de l'anticipation des chocs.
Et c'est une autre question que les questions de politique industrielle. L'État stratège, oui, doit mettre en place des stratégies d'anticipation des chocs. Si on avait, au moment du démantèlement de l'accord multifibre, aux accords de l'OMC de 1994, anticiper ce processus, parce qu'on avait 10 ans pour le faire, le démantèlement a été fait en 2005, on aurait pu mettre en place des politiques d'écosystème et d'aide au territoire qui auraient anticipé ce choc. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement un organe qui puisse être un organe qui rassemble les acteurs sociaux pour qu'ils puissent avoir au niveau territorial une politique d'anticipation de différents types de chocs, dont les chocs liés aux délocalisations, mais pas seulement. Et je pense que là, il y a une place pour un État stratège de ce type, mais pas pour un plan, un commissaire au plan qui nous dirait ce qu'il faudrait faire comme filière d'ici 5 ans. Voilà, je me suis permis de répondre aux deux questions en même temps. Voilà. Vous avez bien fait. Question peut-être pour Pierre-André de Chalandard. Question de Jean-Pierre. En délocalisant, on a exporté nos risques industriels, les émissions de CO2. Ne craignez-vous pas qu'il y ait des freins à la réimportation en France de tout cela, si on relocalise? Tout dépend. On revient à la question, si vous voulez, de réalocalisation par rapport à réindustrialisation. Il ne s'agit pas, encore une fois, de refaire venir les choses telles qu'elles étaient. Et donc, si je prends une industrie, par exemple, très carbonée, si on la revient, il faut qu'elle revienne avec des process différents. Et ça, je pense que dans un certain nombre de cas, c'est possible à condition de donner des incitations et des signaux de long terme. C'est là où le signal du prix du carbone est très, très important, du prix du carbone quel qu'il sera en Europe et qu'est-ce qui sera par rapport à ce qui sera ailleurs. Donc, mais il ne faut pas rechercher à faire le monde d'avant. Il faut. Moi, je suis schumpeterien là-dessus aussi. Vous avez des objectifs de neutralité carbone? Tout à fait. Moi, j'ai des objectifs de neutralité carbone à 2050 on est en train de construire une feuille de route. On avait des objectifs 2025 qu'on va atteindre. On va avoir des objectifs 2030. Globalement dans le monde? Et il faut travailler à ce niveau-là dès maintenant. Voilà. Il faut travailler dès maintenant parce que les processus dans l'industrie, si vous voulez, c'est le temps long. C'est pour ça que j'insiste sur la visibilité. C'est que les usines qu'on aura en 2050, on va les construire en 2030. Donc, on n'a pas tellement de temps. C'est dans 10 ans qu'il faut. Et de ce point de vue-là, il nous faut un signal. Ça, c'est ce que j'appelle une politique industrielle. Mais pour revenir à la notion des stratèges, si vous voulez, c'est une politique économique qui prend en compte l'industrie, plus qu'une politique qui se mêle de ce qui se passe chez les industriels. C'est la grande différence entre l'approche allemande et l'approche française. Madame Merkel, elle prend toutes ses décisions de politique économique en la passant au crible de est-ce que c'est bon ou pas bon pour l'industrie. Alors en France, on fait des progrès. Maintenant, on a un ministre de l'Industrie, une ministre de l'Industrie. C'est déjà un progrès. Et je crois beaucoup plus, si vous voulez, à prendre en compte les conséquences de la politique économique pour l'industrie que de se mêler de la gestion des entreprises. Question de Paul. En relocalisant, ne va-t-on pas perdre des partenariats étrangers qui favorisent notre recherche et développement? Olivier Luancy, vous voulez répondre? Il ne faut pas être naïf sur le sujet. On est dans un monde où il va y avoir des tensions entre les blocs économiques de plus en plus forts. On parle, nous, de relocalisation. D'autres ont des politiques encore plus agressives et même antérieures aux nôtres. Pensez aux États-Unis, pensez à la stratégie industrielle et même, je dirais, à l'impérialisme industriel chinois. Et donc, oui, on change de paradigme. Il y aura des bénéfices, j'en suis convaincu, en termes de souveraineté, d'activité, de répartition de la création de la richesse sur les territoires. Et puis, il y aura des échanges dont on a profité sur la décennie ou sur les décennies 80, 90 et 2000 qui vont être mis en cause avec effectivement des questions sur la propriété intellectuelle. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Est-ce qu'on n'a pas été trop généreux sur les transferts? Oui, il y aura des conséquences. Elles sont globales. Elles ne sont pas liées à la relocalisation uniquement de l'industrie. Elles sont liées au rapport de force qu'ont les grandes puissances économiques. Et puis, un petit mot, toujours sur ces termes, c'est qu'on voit bien dans le discours que relocaliser ou réindustrialiser, c'est une question de perception. L'industrie qu'il faut faire renaître en France n'est pas l'industrie du passé, et ça, on en est tout à fait d'accord. Elle sera digitale, environnementale, personnalisée, etc. Quel est le bon vocable? Quel est le bon objectif qui nous permettrait de mobiliser le pays derrière cela et de dépasser un certain nombre de préventions? J'ai vu passer dans une question, c'est bien, les Français sont prêts à le relocaliser, mais est-ce qu'ils accepteraient une usine à leur proximité? C'est un vrai débat qu'il y a, c'est un vrai débat collectif sur lequel il faut qu'on trouve
les bons mots, ceux qui expriment bien ce qu'il y a derrière. Moi, j'aime bien ton mot de renaissance industrielle, Olivier. Eh bien, je vous l'offre. De Chalandard a eu le dernier mot. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette première table ronde. Olivier Luancy, Elmoub Mouhoud et Pierre-André de Chalandard. Merci à toutes et à tous pour toutes les questions que vous nous avez posées. Il y en a vraiment beaucoup. Malheureusement, le temps nous est compté. On doit passer à la deuxième table ronde. Alors après, l'état des lieux de l'industrie, la question des relocalisations encouragées par le plan de relance face aux conséquences du Covid, la question donc de la réindustrialisation, avec des questions telles que est-ce que la réindustrialisation passe par la relocalisation de filières ciblées pour réindustrialiser, quelles règles aussi, dans quelle mesure la réindustrialisation rime avec création d'emplois. Nous aurons d'ailleurs un sujet de la fabrique de l'industrie à ce propos. Et est-ce compatible avec les objectifs, notamment de neutralité carbone, ce dont on avait déjà parlé à l'instant avec les relocalisations, mais on se posera de nouveau la question avec la réindustrialisation. Pour participer à cette deuxième table ronde, nous avons avec nous Sylvie Bernard-Grandjean, qui est directrice financière du groupe Redex. Nous avons aussi Louis Gallois, coprésident de la Fabrique de l'Industrie et président du conseil de surveillance de PSA, et Guillaume Basset, qui lui est directeur du programme Territoire d'Industrie. Bonjour à tous les trois, bienvenue. Merci d'être avec nous. Louis Gallois, réindustrialiser dans un pays comme la France, ça passe par quoi? Quelle stratégie adopter? Bon, d'abord, je dirais qu'il y a la base, qui est de regarder que si les coûts français sont compétitifs. Et on a fait des efforts sur les coûts avec la baisse des charges salariales et avec la baisse d'impôts de production. Il y a, cela a été dit dans la première table ronde, l'innovation, la recherche. Est-ce qu'on met suffisamment de moyens sur l'innovation, sur la recherche? Et est-ce qu'on permet à l'innovation et à la recherche de percoler vers le tissu industriel? Il y a bien sûr la disponibilité des compétences, donc tout ce qui concerne la formation. Et ça, tout cela est extrêmement important. On va parler des territoires. Je crois aussi que la dynamique des territoires est très forte. Il s'agit en fait de faire en sorte que l'industrie se sente bien en France. C'est-à-dire qu'elle y trouve un écosystème porteur. C'est ça qu'il faut que nous créions. Mais je voudrais insister sur un mot. Je pense qu'il n'y aura pas de réindustrialisation si le pays n'est pas convaincu de la nécessité de réindustrialiser. Et donc, je pense que c'est également une bataille culturelle. La France n'a peut-être pas totalement conscience de l'importance de l'industrie. Je crois que c'est un élément tout à fait essentiel qu'il faut mettre en avant. Et deuxièmement, on va en parler également, je suis persuadé qu'il faut que nous ayons des objectifs nationaux dans ce domaine. Alors, il ne s'agit pas de faire la planification à la De Gaulle ou à la Pompidou, ça a été dit tout à l'heure. Mais je crois qu'il est important que nous ayons des objectifs nationaux. Moi, je prends l'exemple de la Corée du Sud, évidemment, pas la Corée du Nord, la Corée du Sud. On va avoir des objectifs aussi. Ils se fixent des grands objectifs. Moi, je vous en propose quelques-uns. Réduction du déficit d'avance commerciale. Ça devrait être un objectif national. Réduction des émissions de carbone de l'industrie, avec des objectifs qui seraient fixés, qui mobiliseraient l'énergie du pays sur ces objectifs. Un troisième objectif, la digitalisation des PME. Je pense qu'il faut que nous ayons quelques grands objectifs qui soient, je dirais, bien documentés, avec des calendriers, et que l'énergie du pays et l'énergie de toutes les politiques soient orientées là-dedans. Et je rejoins ceux qui disent que toute la politique économique doit prendre en compte la dimension industrielle. Sylvie Bernard-Grandjean, vous allez nous parler par le prisme des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Dans quelle mesure, justement, les ETI sont concernés par cette réindustrialisation? Alors, les ETI constituent en France l'armature industrielle des territoires. Nous sommes présents en France à hauteur de 5400 entreprises, absolument partout dans les territoires français et principalement dans des bassins d'emploi qui sont éloignés de la capitale, qui sont proches de moyennes à petites villes et qui ont connu
toutes les difficultés depuis les années 80, comme ça a été dit lors de la première table ronde, pour continuer et persister à vouloir travailler et produire en France. Une ETI, c'est une entreprise qui voit le temps long. Et on insistera lourdement sur j'insisterai lourdement sur ce point-là. Le temps long ne se décrète pas d'une crise à une autre. Il faut que l'écosystème, que ce qui encadre les entreprises et les entreprises de production soit à peu près pérenne et qu'on ait une visibilité sur du long terme. Après, tout ça se réfléchit sur une base d'écosystèmes régionaux, de bassins d'emploi. Je ne suis pas tout à fait dans l'optique de réfléchir sur des réindustrialisations par filière. En tout cas, il faut qu'il y ait un maillage entre la filière et le territoire. L'approche des ETI à l'heure actuelle, c'est déjà de rester où elles sont. Vous savez, nous sommes 5400 en France, mais il y en a 10 000 au Royaume-Uni, 8 000 en Italie et plus du double en Allemagne. Donc déjà, pouvoir continuer à rester et avoir des conditions pour pouvoir rester dans notre pays, c'est essentiel. Pour les ETI, la question de la relocalisation dont on parlait tout à l'heure, c'est un non-sujet. C'est un sujet. Elles sont tellement ancrées sur leur territoire qu'elles n'ont jamais participé aux délocalisations. Exactement, les ETI sont majoritairement implantées sur les territoires. Donc la délocalisation ou la relocalisation, ça n'a pas été des termes qui nous concernent. Par contre, une reconquête industrielle ou bien alors un nouveau regard sur ce que nous sommes, oui, tout à fait. Vous dites qu'il y a moins d'ETI en France qu'il peut y en avoir en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Ça veut dire qu'il y en avait plus il y a quelques décennies? Oui, il y a eu beaucoup d'ETI qui ont disparu en France à partir des années 90 environ, avec toutes les difficultés qui sont liées à la transmission d'entreprises, à la non-attractivité de plus en plus présente des territoires, avec les difficultés fiscales qui font que produire en France devenait beaucoup trop cher, avec les difficultés de formation dans les territoires, vous avez des vrais manques de compétences. Quand on dit que la France a un niveau de compétences très important, je n'en doute pas. Mais moi, dans mon petit bassin d'emploi de Ferrières-en-Gâtinais, c'est très compliqué de trouver des très bons tourneurs ou des très bons fraiseurs. C'est dans quel département, excusez-moi? Comment? C'est dans quel département? Dans le Loiret. Dans le Loiret. Alors, nous avons deux implantations, le Loiret et l'Eure-et-Loir. Et les deux implantations sont dans des zones dites sinistrées, parce que plus de formation en adéquation avec les demandes, on parlait de digitalisation, encore faudrait-il qu'on ait la fibre. Voilà, il y a tout un tas de questions pratiques qui ne sont pas encore résolues pour que les entreprises puissent vraiment rester dans leur territoire et croître. Guillaume Basset, directeur du programme Territoire d'industrie. Avant de parler réindustrialisation versus relocalisation, votre diagnostic sur l'état de l'industrie au jour d'aujourd'hui? Je crois que vous distinguez plusieurs types d'entreprises. Je pense qu'effectivement, mais ça a été dit lors de la précédente table ronde, l'industrie française, comme toutes les autres industries européennes et mondiales, a connu un point bas à la mi-avril. Il y a eu un redémarrage. On est néanmoins sur un redémarrage qui est plus lent que certains de nos concurrents. Je pense à l'Allemagne, à l'Espagne ou encore même la Grande-Bretagne. Moi, j'identifie, disons, dans le cadre des contacts que j'ai à travers Territoire d'industrie, 3 groupes d'entreprises. Il y a un petit groupe d'entreprises qui étaient sur des marchés en forte croissance et des marchés qui sont moins impactés par la crise. Et donc, on est plutôt sur un groupe qui conserve ses performances
pré-crise. Il y a un deuxième groupe d'entreprises qui étaient avant la crise sur des marchés qui étaient en croissance, mais là qui subissent un coup dur. Et donc, il faut accompagner notamment à travers leur projet d'investissement. Hein. Donc, il y a eu notamment une étude après le premier confinement qui a indiqué que 89% des dirigeants reportaient ou envisageaient de reporter leur projet d'investissement. Et donc, tout ce groupe-là, à travers France Relance, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, l'objectif, c'est effectivement de maintenir les projets d'investissement qu'ils avaient. Et puis ensuite, un troisième groupe qui aujourd'hui représente la majorité des entreprises industrielles, à peu près 60, enfin l'estimation qu'on fait, c'est à peu près 60%, qui sont aujourd'hui face à des problématiques de survie et qu'il faut accompagner à travers les différents outils qui ont été annoncés. Moi, je dirais de manière globale, hein, par rapport aux précédentes interventions, je trouve que les lignes ont bougé depuis une petite dizaine d'années, notamment suite au rapport de Louis Gallois en 2012. Pour la première fois depuis 2016, on a maintenu la part de l'industrie dans la richesse nationale. Je crois qu'aujourd'hui, on est à un tournant. Évidemment, toutes les mesures qui ont été décidées de baisse des impôts de production, les filières sont aussi en train de retravailler leur feuille de route à l'aune de la crise. Mais je pense qu'il n'y a pas de politique de réindustrialisation possible qui soit hors sol. Et donc, il y a aujourd'hui des territoires qui sont plus propices que d'autres à la réindustrialisation. C'est notamment l'objectif de territoires d'industrie. On a travaillé depuis fin 2018 à l'échelle des 148 territoires d'industrie sur 1600 projets. Des projets sur la digitalisation, des projets sur les compétences, sur l'écologie industrielle. Et donc, tout l'enjeu à travers France Relance, c'est d'accélérer un certain nombre de projets. Voilà. Louis Gallois, vous diriez comme Guillaume Basset qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de réindustrialiser avec cette crise sanitaire, qu'on est à un tournant actuellement? Je l'espère. Je l'espère. Je voudrais le voir. Et le débat qu'il y a eu sur la souveraineté, qui est un débat nouveau, parce que je vous rappelle que les souverainistes étaient voués aux gémonies. Et comme j'ai des amitiés avec Jean-Pierre Chevènement, je me sentais un peu visé dans cette affaire. Donc, maintenant, c'est devenu à la mode. On est tous redevenus souverainistes. D'une certaine manière, ça me fait plaisir. Mais je voudrais insister sur tout ce que viennent de dire Madame Grandjean et Monsieur Basset sur les territoires. Moi, on a fait à la Fabrique une étude sur les territoires qui marchent. Parce qu'il y a des territoires qui marchent très bien en France. Je cite la Vendée, le bassin des Herbiers, la ville de le bassin de Vitré, le bassin de Oyonnax, ce qu'on appelait la mécanique vallée qui souffre actuellement parce que entre Decazeville et Figeac, parce qu'elle est très liée à l'aéronautique, elle souffre, mais ça a été un véritable renouveau. Vous avez la vallée de l'Arve, vous avez même des bassins comme par exemple le bassin d'Alès, qui étaient en perdition et qui sont en train de se redresser. Donc, ça marche. On peut travailler avec les territoires. Et ce qui me paraît très important, c'est qu'il faut d'abord se fonder s'appuyer sur la dynamique de ces territoires. Et je pense que dans le travail que fait M. Basset, qui est un travail très important, il doit veiller à ce que la dynamique des territoires vienne du territoire lui-même. Elle ne viendra pas de l'État. L'État peut aider ces dynamiques. Mais s'il n'y a pas la dynamique territoriale, si les acteurs locaux ne se prennent pas en main, on va arroser le sable. Et moi, je l'ai fait, j'ai été directeur général de l'industrie, je sais ce que c'est qu'arroser le sable. Donc, je crois qu'il est extrêmement important de partir des territoires eux-mêmes et de voir que ces territoires prennent conscience de leurs atouts et les mettent en œuvre de manière, j'allais dire, partenariale, coopérative, comme ça se passe dans certaines régions françaises. Sylvie Bernard-Grandjean, qu'est-ce qui fait que ça marche en Vendée? On cite souvent les herbiers, mais il y a plein d'autres régions. Certainement que dans le Loiret aussi, ça marche. À quoi vous attribuez ça?
Ça marche quand effectivement nous travaillons conjointement. Quand nous travaillons conjointement entre entreprises, ETI, PME, grands groupes et les acteurs publics. Nous avons mis en place au METI, nous essayons de promouvoir tout ce qui s'appelle les clubs ETI. Nous en avons créé plusieurs depuis 2 ans maintenant, le dernier étant l'ETI Centre Val-de-Loire, donc qui me concerne particulièrement. Avec le président de région, nous pouvons et nous agissons immédiatement sur des problématiques très concrètes et très bien documentées par les entreprises qui sont dans ces clubs et qui remontent très rapidement les difficultés. Les premières difficultés qui sont rencontrées, ce sont des difficultés de formation. Donc, on peut immédiatement pointer les difficultés de recrutement qui sont liées à des formations. On peut immédiatement pointer les difficultés dites administratives de tout ordre, en discutant justement au plus près avec notre président de région, avec notre maire, avec notre responsable de la communauté de communes. Il y a des petites choses excessivement très concrètes qui peuvent être levées très rapidement si on agit à ce niveau très local, très concret, très pragmatique. Et c'est pour ça que certains territoires fonctionnent très bien et d'autres devraient pouvoir fonctionner tout aussi bien si on leur permet de se regrouper et de travailler très, très rapidement et très concrètement. Est-ce que la spécialisation aussi sur certains secteurs peut aider quand on a par exemple un tissu comme ça territorial qui est fait d'entreprises qui sont toutes dans le même écosystème sectoriel? Non, ça, je n'y crois pas du tout. Je suis tout à fait convaincue qu'on a besoin d'une multiplicité de types d'industries ou de types de services qui travaillent conjointement. L'attractivité d'un territoire… Chez vous, il n'y a pas une dominante sectorielle? Non, il n'y a pas de dominante. Et pourquoi faudrait-il qu'il y ait une dominante dans ce secteur-là, dans ce bassin d'emploi-là? Si vous voulez attirer des gens qui viendront travailler dans un bassin d'emploi, si vous voulez attirer des compétences, il faut que ces compétences puissent vivre collectivement dans ce bassin d'emploi. Donc, il faut que l'épouse elle puisse trouver son boulot dans les services, que la famille puisse avoir une école à côté qui soit de bonne qualité. Il faut pouvoir que le jeune qui veut faire son alternance puisse utiliser des transports publics sans que ça devienne compliqué et puisse se loger près des entreprises sans que ça soit coûteux et compliqué. Enfin, tout est lié, absolument tout est lié. Un désert médical, vous pourrez me dire quel est l'intérêt de parler d'un désert médical pour les entreprises telles que nous? C'est parce que c'est une de nos difficultés. Les salariés ne vont pas être attirés par notre région parce que nous sommes dans un désert médical. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que parler filière ou parler type d'entreprise ou d'industrie, ça ne répond pas à la demande locale. Guillaume Basset, votre réaction à ce que vient de dire Sylvie Bernard Grandjean? Je partage. Aussi sur l'accent qui doit être mis sur la formation, sur la simplification administrative. Déjà, si on s'attache à ça, ouais. Ça permet de faire avancer les choses. Alors, je partage complètement. Dans le cadre de territoire d'industrie, on n'a pas demandé au territoire de définir tel ou tel projet. C'est chaque territoire d'industrie qui détermine en fait les difficultés qu'il rencontre, les grains de sable du développement industriel qu'on souhaite lever. Mais quelques exemples de leviers. Un premier levier, on n'en entend pas beaucoup parler, c'est le sujet du foncier. Et aujourd'hui, des territoires d'industrie qui n'ont plus de foncier industriel. C'est le cas par exemple de Rochefort, ils n'ont plus que 3 hectares de disponibles. Un autre exemple de territoire, Ancenis, en Pays de la Loire, refuse aujourd'hui des projets d'investissement parce qu'il n'y a plus de foncier industriel disponible. Et donc, dans le contexte notamment de ce qu'on appelle le zéro artificialisation, il y a un enjeu majeur de requalification de friches, sans doute de travailler sur ce foncier productif. On a des zones d'activité industrielle en France qui sont aujourd'hui vieillissantes. Il faut qu'on travaille sur ce sujet. Donc, premier sujet, c'est le foncier. Deuxième sujet, je pense, on a le sujet des compétences.
C'est à peu près, nous, un quart des projets sur territoire d'industrie, création d'écoles de production, création de centres de formation, etc. Il y a un risque à l'occasion de la crise qu'on désinvestisse sur ces projets-là. Et on voit que les territoires d'industrie nous disent peut-être qu'on va reporter ce type de projet. Et donc ça, c'est dangereux en fait, parce qu'on ne sera pas en capacité de suivre, à mon sens, la reprise d'ici quelques temps. Un troisième exemple de levier très concret à l'échelle des territoires, on a essayé de travailler dans le cadre de territoires d'industrie à la définition de sites clés en main. Ce n'est pas suffisamment connu. En fait, c'est des sites où on a réuni à la fois les collectivités et l'État et on leur a demandé de définir des sites où toutes les procédures, toutes les autorisations ont été anticipées. Et on sait que c'est le parcours du combattant, souvent pour les industriels. Donc, autorisation environnementale, autorisation d'archéologie préventive et autorisation d'urbanisme. Et on a aujourd'hui, dans le cadre de territoires d'industrie, 78 sites clés en main où on dit aux investisseurs, si vous implantez sur ces terrains-là, on s'engage à vous délivrer toutes les autorisations en moins de 10 mois. Voilà. Mais c'est ce type de réponse qu'on peut définir à l'échelle locale et pas à une échelle effectivement nationale. Et je partage évidemment ce que disait Louis Gallois précédemment. On va lui donner la parole justement à Louis Gallois sur tout ce qui vient d'être dit. J'ouvre une petite parenthèse pour dire à nos internautes que même principe que lors de la première table ronde, on va répondre à vos questions dans le dernier quart d'heure de ce tour de table d'ici 5 minutes environ. Louis Gallois, vos réflexions sur ce qui vient d'être dit et par Guillaume Basset et par Sylvie Bernard-Grandjean. Je suis très content que notre débat s'oriente sur les territoires. Ce n'est pas la totalité de la politique industrielle, mais c'est un aspect très important qui a été très méconnu jusqu'à présent. Et moi, j'ai été très intéressé par ce qui a été dit par mes deux prédécesseurs. Madame Bernard-Grandjean, qui a insisté sur des aspects absolument évidents. S'il n'y a pas un bon très haut débit, s'il n'y a pas des médecins dans le coin, moi, j'ai discuté avec un maire qui m'a dit mais moi, ma maternité est partie, la poste est partie. Comment voulez-vous que j'attire il n'y a plus personne au guichet de la SNCF. Comment voulez-vous que j'attire les gens chez moi et je pense que c'est absolument essentiel cet aspect. Alors, par contre, j'aurais une petite divergence avec elle sur les territoires. Faut-il qu'ils soient sectorisés ou pas sectorisés? Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de règles absolues dans ce domaine. L'inconvénient des territoires qui sont spécialisés sur un domaine particulier, c'est que lorsqu'il y a une crise dans ce secteur, tout le territoire est en crise. Ça peut être le Oyonnax pour la plasturgie, ça peut être le décolletage dans la vallée de l'Arve. L'avantage, c'est que vous trouvez les compétences, parce que vous pouvez installer là des structures de formation qui sont au niveau de ce que souhaite l'industrie, parce qu'il y a la masse critique pour créer ces structures de formation. Mais j'ai été très intéressé par ce qui a été dit par M. Basset sur le foncier. Je pense que ça va être une question décisive. S'il est impossible de construire d'usines en France, il vaut mieux renoncer à l'industrialisation. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Il faut que nous puissions construire des usines en France. Donc, il faut dégager du foncier pour cela. Moi, je ne vous propose pas de raser les grandes surfaces commerciales ou les entrepôts logistiques d'Amazon pour faire ça, bien qu'on pourrait se demander… On pourrait se demander si ce ne serait pas plus utile d'avoir des industries à la place de ces grands ensembles. Mais je crois que la question du foncier va devenir décisive. Donc, les interventions de Mme Bernard-Grandjean et de M. Basset me paraissent totalement adaptées et pertinentes. Et moi, j'insiste sur un point, c'est la coopération des acteurs locaux. Mme Bernard-Grandjean l'a dit, le maire, le président du département, les entreprises, les structures de formation. Moi, je vois le rôle que joue l'école des mines d'Alès pour la réindustrialisation du bassin d'Alès. C'est décisif. Tout ça, cette synergie qu'on est capable de créer au niveau du territoire est essentielle. Et l'État, alors là, il peut venir appuyer ces synergies, les soutenir, mais il faut qu'elles naissent sur le territoire. Je voudrais insister sur ce point.
Réindustrialiser, ça permet de créer davantage d'emplois que relocaliser. Là, vous sortez ce sondage, hein, la fabrique de l'industrie, qui dit que 8% seulement des entreprises industrielles, sondage IFOP, Écoutez, on ne va pas reprendre le pensent débat relocaliser dans les 3 ans. on va pas reprendre le débat relocalisation et industrialisation parce qu'on voit qu'il a été traité par nos prédécesseurs. Moi, je pense que c'est l'industrie de demain qu'il faut viser et il faut faire venir en France une industrie qui soit adaptée à notre époque, qui ne soit pas l'industrie d'il y a 30 ans. Donc, c'est absolument essentiel que nous ayons une vision, j'allais dire, d'avenir. Et c'est pour cela que je propose d'ailleurs qu'au niveau national, on se crée des objectifs et qu'on focalise l'action publique sur ces objectifs. Parce qu'il faut que le pays sache où on va et où on a envie d'aller. Ça paraît absolument essentiel. Moi, je suis très impressionné par la manière dont les Coréens du Sud, encore une fois, travaillent sur ce sujet. Ce sondage, ça veut dire qu'on peut créer des emplois sans relocaliser. Et on peut créer des emplois. On peut créer 60% des entreprises, toujours selon ce sondage qui est le vôtre, hein, celui de la fabrique de l'industrie, envisagent de créer des emplois en France dans les 3 ans, encore une fois. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté de se développer, de réindustrialiser sans pour autant relocaliser. Écoutez, bon, moi, ce qui est encourageant, c'est qu'avant la crise sanitaire que nous connaissons, la France était en train de recréer de l'emploi industriel. On en a recréé en 2017, en 2018 et en 2019. Je pense que c'est une évolution qui était totalement, qui est une rupture par rapport au passé, et je crois que c'était une évolution extrêmement positive. Et ce qui a été dit sur le fait que l'industrie, c'est pour les villes moyennes, me paraît essentiel. L'industrie, elle ne va pas s'installer au cœur des métropoles, le terrain est trop cher et trop rare. Elle va s'installer dans les villes moyennes, et c'est ça qui peut renforcer, M. Liorzil disait, je partage son avis, la cohésion nationale. Je crois que nos fractures territoriales, elles naissent largement de la désindustrialisation du pays. Si vous regardez les régions en difficulté, c'est les régions où l'industrie est partie. Et je crois qu'il faut que nous soyons capables de recréer ce tissu industriel qui structure en fait le pays. Sylvie et Bernard Grandjean, les ETI, ce sont surtout dans les villes moyennes qu'elles s'épanouissent? Les ETI, 75% des sites de production des ETI sont dans des villes moyennes ou en zone rurale. Donc, c'est principalement donc que des sites dans des villes de taille moyenne. Et 68% des sièges sociaux sont hors de l'Île-de-France. C'est-à-dire pratiquement tous sont hors de... Enfin, les 3/4 sont hors de l'Île-de-France. C'est 38% des emplois. Ça représente 38% des emplois de l'industrie manufacturière et 23% du PIB industriel des ETI. Donc, c'est vraiment, on comprend parfaitement, enfin, je pense qu'on peut comprendre parfaitement que c'est vraiment ce que je disais au départ, le maillage dans les territoires. Ce maillage repose sur ces ETI qui ont depuis toujours cette volonté du long terme, qui se sont installés dans un territoire, qui ont une responsabilité sociétale avant même que le RSE devienne à la mode. C'était des choses qui existaient déjà parce que nous avons cette volonté du long terme. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'on soit mis au même niveau de compétitivité que nos voisins européens. Pas plus, mais déjà. On a parlé des taxes de production. Il y a déjà eu un premier pas de fait, enfin, je dirais. Il faudrait encore un petit peu accélérer. Nous sommes à très loin de la moyenne européenne. Mais c'est déjà un pas. Au moins, nous étions passés de la Startup Nation à maintenant une nation ETI. On commence à parler dans le grand public de la réindustrialisation. D'ailleurs, qu'on n'a plus cette vision de type Zola sur les entreprises et l'industrie. C'est très bien. Il y a un mouvement de fond et de réhabilitation de ce que nous sommes. Donc, ça va vraiment dans le bon sens. Il faut simplement l'accélérer. Je ne vous ai pas demandé, mais que fabrique la vôtre? Nous fabriquons des biens d'équipement que nous exportons à 90% dans le monde entier. Donc, nous concevons tout en France et en Allemagne, parce que nous avons aussi des usines en Allemagne, pour inonder le monde. Très bien. Guillaume Basset, un petit mot de synthèse avant de passer aux questions de nos internautes sur ce dynamisme des territoires en termes d'emploi,
force d'export qui peut participer à la réindustrialisation de la France? Je suis évidemment d'accord. Peut-être un chiffre à partager. Quand on regarde le bilan des investissements industriels étrangers l'an dernier, année record, on a 71% des investissements industriels étrangers qui se sont faits dans des communes de moins de 20 000 habitants. Et donc, ça dit beaucoup, en fait, et ça confirme ce que disait Louis Gallois. En fait, il y a 70% de l'industrie est en dehors des grandes agglomérations. Et donc, on sait évidemment que la crise va rendre encore plus vulnérables ces territoires qui ont beaucoup souffert ces dernières années. Moi, j'identifie, disons, deux leviers. Un premier levier, c'est l'ingénierie. En fait, moi, ce qui me surprend, c'est l'absence d'ingénierie dans ces territoires. Alors, on essaye d'y pallier avec territoires d'industrie, on finance des chefs de projet. Mais par exemple, sur le sujet de la formation professionnelle, on a eu une réforme de la formation fin 2017 qui a donné plus de responsabilités aux entreprises. Malgré tout, on se rend compte que c'est compliqué à l'échelle des territoires de s'approprier ces outils. Et donc, il y a besoin d'ingénierie. Aujourd'hui, ces questions, elles sont souvent réglées à une échelle soit nationale, soit régionale. Je trouve que c'est beaucoup trop loin en fait pour traiter, pour sortir des projets. Hein, on le voit, nous, sur le quart des 1600 projets qui traitent de ces sujets. Je trouve qu'on a du mal à les sortir parce qu'en fait, les outils, les acteurs locaux ne sont pas outillés. Voilà. Et puis, deuxième sujet, c'est évidemment la couverture mobile, la couverture numérique. Je pense que les territoires industriels ont pas forcément été toujours bien traités. Alors, on essaye d'y pallier, mais il y a un enjeu majeur sur notamment le déploiement de la 5G. Je pense qu'il faut qu'on regarde aussi ce que font nos amis allemands, qui effectivement réfléchissent plutôt à déployer la 5G d'abord dans les zones les moins denses pour aller progressivement vers les zones les plus rentables. Donc ça me paraît un point tout à fait fondamental. Les questions de nos internautes, il y en a encore beaucoup. On va essayer de répondre à un maximum d'entre elles dans le temps qui nous est imparti. Je vous rappelle, hein, on a jusqu'à midi. Question de Marie-Claire. Ne faudrait-il pas donner plus de place aux salariés dans cette renaissance industrielle afin qu'ils puissent participer à l'élaboration de la stratégie des entreprises? Ne doit-on pas redéfinir l'entreprise, la notion d'entreprise? Est-ce que Louis Gallois, vous avez une réponse là-dessus? Je pense que les salariés ont leur mot à dire, c'est évident. Ils sont les premiers intéressés en termes de proximité, pas obligatoirement les premiers à traiter de manière prioritaire, parce que quand on a une usine qui quitte un territoire, c'est tout le territoire qui est impacté, pas uniquement les salariés de ce territoire. Mais je pense que les salariés ont leur mot à dire. Moi, j'avais proposé que dans mon rapport, un tiers des membres du conseil d'administration des entreprises de plus de 5000, je crois, j'avais mis 5000 personnes, un tiers des administrateurs soient des salariés. Avec la loi Pacte, on a progressé, on est passé de 1 à 2, mais je pense qu'on peut aller au-delà. On n'est pas encore au niveau allemand, où c'est la moitié du conseil de surveillance des entreprises qui est constitué de salariés, et on voit bien le poids que les salariés représentent dans les très grandes entreprises. Mais je pense qu'effectivement, il faut donner la parole aux salariés. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que les salariés sont beaucoup plus capables d'intégrer, d'autant plus capables d'intégrer les grandes questions stratégiques des entreprises qu'on les met en situation de responsabilité. Et je pense que c'est un enseignement. Moi, je vois comment se déroule le dialogue social au sein d'une entreprise comme PSA. Je trouve qu'on a une maturité du dialogue social qui est assez exceptionnelle et qui montre que c'est possible dès lors qu'on établit cette co-construction, puisque nous appelons ça la co-construction, sur les enjeux stratégiques de l'entreprise. Je crois que c'est tout à fait important et on a besoin de cette dynamique sociale.
Alain, qui doit être enseignant, nous demande comment convaincre ses étudiants d'aller dans les territoires réindustrialisés. Sylvie Bernard Grandjean, qu'est-ce qui est offert aux jeunes pour les attirer dans un département comme le Loiret, comme le vôtre? Alors, c'est toute la difficulté de la définition de l'attractivité d'un territoire. L'attractivité d'un territoire, c'est bien sûr les postes qui sont proposés. Et on est dans mon entreprise a beaucoup d'ingénieurs parce que nous travaillons sur des sujets très pointus de développement qui passionnent les ingénieurs. Donc, il n'y a aucune difficulté à attirer un ingénieur dans nos entreprises concernant la définition du poste. Mais si on veut qu'il reste dans ce territoire, qu'il reste avec nous, il faut lui offrir autre chose. S'implanter, trouver une maison, trouver une école, trouver un médecin, enfin, vivre tout simplement, vivre collectivement dans ce territoire. Et là, moi, les ETI, elles peuvent faire ce qu'elles peuvent, mais elles ne pourront pas faire en sorte qu'un médecin s'installe à Ferrières-en-Gâtinais. Donc, il faut absolument retravailler, discuter avec les acteurs locaux. La question de l'écologie posée par Amandine. L'écologie est-elle finalement une menace ou une opportunité pour les entreprises françaises? Opportunité. Reconquête industrielle. Allez-y, répondez. C'est forcément une opportunité. C'est une nouvelle porte pour développer des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles façons d'aborder le marché. Donc, ce n'est qu'une opportunité, ça ne peut pas être une contrainte. Cette question. Guillaume Basset. Ça se voit que vous n'êtes pas dans l'industrie du ciment ou de la sidérurgie. Si. Guillaume Basset. Là-dessus, l'industrie, moi je dis souvent l'industrie, c'est 17% des émissions, mais c'est beaucoup plus de la solution en fait. Et donc, et on le voit là dans le cadre des projets qui nous sont remontés dans le cadre de France Relance, un très très grand nombre de projets sur la transition écologique. J'ai par exemple sur les 200 projets qu'on devrait soutenir dans Territoire d'Industrie, on a à peu près une vingtaine de projets sur l'hydrogène. Voilà, c'est un exemple. Avec des territoires d'industrie comme le territoire d'industrie de Nord-Franche-Comté, qui est extrêmement mobilisé sur ces sujets. Donc, pour moi, c'est une opportunité. C'est une transition aussi à gérer. Il ne faut pas être seulement dans les incantations. Il faut pouvoir aussi accompagner et trouver, à mon sens, le bon rythme. Question de Christophe. Baisser les impôts de production ne va-t-il pas diminuer l'intérêt des territoires pour accueillir des industries car ils ne percevront plus de recettes supplémentaires? Un avis là-dessus, Louis Gallois? Je pense que l'État va compenser la baisse des impôts de production pour les collectivités territoriales. Donc, normalement, ça devrait être neutre pour les collectivités territoriales. Évidemment, ils soupçonnent toujours l'État d'essayer de gratter quelque chose au passage. Mais actuellement, la position officielle de l'État, et M. Basset qui m'approuve, est de dire que ça sera compensé. À l'euro près, comme dirait M. le maire. Luc demande, ne faudrait-il pas davantage favoriser le recrutement de spécialistes du développement territorial maîtrisant les questions économiques? On reste avec vous, Louis Gallois. Bon, écoutez, je pense que peut-être qu'il faut des gens qui aient une conception de l'ingénierie territoriale. Et d'ailleurs, Guillaume Basset y faisait allusion tout à l'heure. Je crois que c'est important qu'il y ait des gens qui aient cette ingénierie. Mais je pense que les régions sont en train de s'équiper de plus en plus. Et c'est tout à fait sain. Mais encore une fois, on peut faire toutes les ingénieries qu'on veut. Si les acteurs locaux n'ont pas envie de travailler ensemble, ça ne marchera pas. Donc, il faut que les acteurs locaux aient envie de travailler ensemble. Ça me paraît tout à fait essentiel. À partir de là, on peut trouver les outils et peut-être que des spécialistes de l'animation territoriale sont utiles. Mais ce qui me paraît important, c'est de créer cette dynamique de départ. Question peut-être pour Sylvie Grandjean. Elle vient de Alain. On parlait tout à l'heure de l'attractivité des territoires en termes d'emploi. Mais alors, comment justement attirer les investisseurs étrangers? Comment ne pas les faire fuir, demande Alain. Comment les faire venir, y compris dans les territoires reculés
C'est attractif pour les investisseurs étrangers. La problématique d'un industriel la problématique d'un industriel étranger qui veut venir s'installer en France, elle est la même que la problématique de l'industriel français qui veut rester en France. Donc, c'est pourquoi favoriser plus un étranger qui viendrait s'installer qu'un Français qui est déjà sur place? Non, il faut faire en sorte que cette fiscalité, il faut du temps long, donc il ne faut pas changer de politique et de saupoudrage tous les 2 ans. Il ne faut pas modifier sur le long terme la fiscalité, la réglementation. Il faut qu'il y ait un cadre qui soit cohérent et qui avance sur du long terme. Quand on s'implante dans un territoire, ce n'est pas pour faire un coup. Enfin, j'espère que c'est. Et si la politique française c'est fait pour que qu'on fasse des coups, alors là, on a tout perdu. Ça n'a aucun intérêt de faire en sorte qu'une entreprise étrangère vienne, fasse un coup, puis s'en aille. Quel est l'intérêt? Question de Patrick. Ah oui, Louis Gallois, oui, dites-moi. Juste un mot. Je pense qu'il ne faut pas que notre interlocuteur se trompe. La France est un pays attractif actuellement. Nous sommes des pays qui attirent les investissements étrangers. Et heureusement. Donc, nous ne partons pas de zéro. Et comme je crois que c'est M. Basset qui le disait, les industriels étrangers sont tout à fait prêts à s'installer dans des villes moyennes. Ils ne recherchent pas les terrains les plus chers des grandes villes, des grandes métropoles. Ils sont tout à fait prêts à s'installer dans des villes moyennes. Et quand vous visitez l'Allemagne, vous voyez que les usines sont dans des petites villes. Elles ne sont pas dans les grandes villes, elles sont dans les petites villes. Et elles ne le sont pas assez dans des petites villes en France? En France également, elles sont dans les petites villes, mais il se trouve qu'on a beaucoup moins d'industrie que les Allemands. Puisqu'on a un tissu industriel qui, rapporté à la taille de notre pays, est la moitié de celui de l'Allemagne. Je rappellerai que dans les années 80-90, en France, il y avait autant de TI qu'en Allemagne. Dernière question, c'est le terme à la mode, hein, on en parle pratiquement tous les jours. La 5G, Patrick demande si la 5G justement peut contribuer à cette redynamisation industrielle de la France, aux 4 coins de la France. Guillaume Basset, un avis là-dessus? Je pense que alors il y a évidemment beaucoup de débats. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour nos territoires d'industrie. On a actuellement un certain nombre de territoires qui travaillent sur des expérimentations. Je pense notamment à Dunkerque, je pense aussi à Florange, mais d'autres territoires. Je pense que c'est un vrai levier. Il faut sans doute le faire en concertation. Il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie. Voilà, donc pour moi, c'est un levier tout à fait essentiel. Très bien, écoutez, c'est tout le temps qui nous reste, hein. Il est midi, c'est le temps qu'on s'était fixé pour cette double table ronde de la fabrique de l'industrie sur la réindustrialisation de la France. Merci à nos 3 participants, donc Louis Gallois, Sylvie et Bernard Grandjean, Guillaume Basset. Merci à nos intervenants précédents, ceux de la première table ronde, encore une fois Pierre-André de Chalandard, Olivier Luancy et El Mouhoud. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette conférence de la fabrique de l'industrie.